Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Il y a dans l'histoire de certains hommes un paradoxe, une contradiction fascinante. C'est-à-dire au début, il y a cet engouement religieux, presque dévorant au départ, et il est marqué par des choix bien sûr symboliques qui sont très très forts, comme par exemple un surnom évocateur ou bien une tenue vestimentaire particulière. Donc au début c'est Abu Muhammad, Asiya, Abdullah, avec une tenue assez imposante. Et ces choix arrêtés, Allah yabarak fikoum, ne sont pas anodins. Ils traduisent une volonté de s'associer à un idéal, de s'aligner à une vision spirituelle ou idéologique, qui pour eux représente l'absolu. Et là, on va prendre le cas de Abu Muhammad al-Julani, car vous avez été nombreux à m'avoir demandé d'effectuer une vidéo sur ce personnage. Sinon, en réalité, il évoque les auteurs du plateau du Golan, al-Julani. Il n'a pas été choisi par hasard, car il reflète une volonté de s'identifier à une cause, à une terre et de s'inscrire dans la lignée des figures du djihadisme mondial. Mais avec le temps, cet élan initial peut en réalité s'altérer, évoluer et même prendre une direction totalement différente. Et El Joulani ici en est l'exemple. De jeunes combattants marqués par l'idéologie d'Al-Qaïda et de l'État islamique, à leader local cherchant à bâtir une gouvernance islamiste plus modérée. Et son parcours en réalité est celui d'une mue, d'une transformation idéologique et à la fois stratégique. Et sa transformation ne se limite pas à ses idées, mais s'incarne aussi dans son apparence. Lorsque on voit, il changeait de tenue, du kifi et de la tenue militaire à la chemise et au costume. Et chaque détail en a été raconté une évolution. Et cette transition, elle nous pousse quelque part à réfléchir comment un homme, enraciné dans une idéologie radicale, en vient-il à la reconsidérer, à reconsidérer ses choix? Est-ce que c'est une véritable déradicalisation ou une stratégie dictée par le pragmatisme? Alors aujourd'hui, Benillah, je vais vous raconter cette histoire, son histoire, celle d'un homme qui est passé d'un engouement absolu dans le djihad global à un repositionnement local presque politique. Et on va voir ensemble comment il a évolué, pourquoi il a changé et que cela signifie pour la région d'Idlib et plus largement pour les dynamiques djihadistes actuelles. Et c'est une histoire qui mérite qu'on s'y attarde en réalité. Donc, on va voir, Inch'Allah, dans la première partie de cette vidéo, les débuts d'Al-Joulani. Pour comprendre Al-Joulani, il faut remonter au tout début. Son vrai nom, qui est Ahmed Hussein Shara, il est syrien, mais son parcours commence en dehors de la Syrie. Il commence en Irak, très jeune, à peine dans sa vingtaine, il rejoint Al-Qaïda en Irak sous la direction de Abu Mus'ab al-Zarqawi. Et c'est là qu'il se forme, qu'il apprend et qu'il devient le militant qu'il était destiné à être. Mais son chemin n'est pas sans obstacle. Il est arrêté à cette époque-là par les Américains et il est emprisonné. Et là, il joue un rôle. Il leur fait croire qu'il est irakien et non syrien. Voyez, et c'est ce qui lui permet d'être libéré. Et une fois dehors, il reprend son combat. En 2011, la guerre éclate, printemps arabe, elle éclate en Syrie, et c'est là qu'il entre véritablement en scène. Il est envoyé par l'État islamique dirigé à l'époque par ce fameux Abu Bakr al-Baghdadi pour établir une branche syrienne, le front al-Nusra. Et c'est le début de son ascension. Mais très vite, des tensions, elles apparaissent entre lui et Baghdadi. Pourquoi? Parce qu'Al-Joulani refuse certains ordres, notamment des assassinats ciblés de chefs rebelles syriens. Et il se rebelle. Et c'est le cas de le dire, c'est contre son propre camp. Et cette désobéissance marque une rupture. Et Al-Joulani, à ce moment-là, se sépare de l'État islamique. Deuxième partie très importante, la rupture avec Al-Qaïda aussi. Et la naissance de ce fameux HTS que vous entendez tous, Hayat Tahrir al-Sham. Mais l'histoire en réalité ne s'arrête pas là. Car après sa rupture avec l'État islamique, Al-Joulani va s'allier avec Al-Nusra. Et Al-Qaïda plutôt, pardon. Et le Front Nusra, à ce moment-là, devient alors la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. Mais là encore, cette alliance ne dure pas. En 2016, il annonce qu'il coupe les ponts avec Al-Qaïda. Pourquoi? Parce qu'il veut se concentrer sur un combat local en Syrie, et non pas ce fameux djihad global qui était prôné par Al-Qaïda. Il change alors le nom de son groupe, qui devient Hayat Tahrir al-Sham, ou bien HTS, et c'est à ce moment-là que l'on commence à voir une véritable transformation. Al-Joulani ne change pas seulement de stratégie, il change aussi de discours. Il veut donner une image à son groupe à lui, une image plus ou moins modérée, plus ancrée dans les réalités locales. Et cette transformation aussi, elle passe par un
Changement, bien sûr, physique et un changement d'apparence. Troisième partie de cette vidéo qui est importante, c'est une transformation qui est visuelle et stratégique. Si vous regardez des photos de El Joulani, aujourd'hui, vous serez surpris. Ce n'est plus le même homme qu'il y avait il y a 10 ans. Fini le kéfi et la tenue militaire. Place maintenant à quoi? À la chemise, parfois même au costume, entre guillemets, cravate. On n'a toujours pas vous porter une cravate, mais le costume cravate. Et ce changement d'apparence, pardon, il est stratégique. Il veut montrer qu'il n'est plus seulement un chef de guerre, mais un leader politique. Un homme avec qui on peut négocier. Et cette transformation va de pair aussi avec un repositionnement de HTS. À Idlib, la région qu'il contrôle aujourd'hui et qu'il a contrôlé longtemps, hein, les choses sont très très différentes de ce qu'on avait pu voir avec l'État islamique. Oui, là-bas, entre guillemets, la charia elle est appliquée, mais sans les excès spectaculaires. Pas de mutilation publique, pas de têtes coupées dans les rues, et les femmes conduisent, vont à l'école et même à l'université. El Joulani, il a dissous la police islamique, el-Hisba, al-Hay'a, l'Amr bil-Ma'ruf wa an-Nahy anil Munkar, affirmant qu'il n'est pas nécessaire de forcer les gens à prier ou à adopter un certain comportement religieux. Maintenant, ce qui est important de comprendre, les fameux défis et les tensions internes qu'il a pu voir et subir dans son propre groupe. Et cette transformation, elle ne faisait pas l'unanimité, parce qu'au sein même de HTS, il y avait des divisions, et il y a des divisions. Et les membres les plus radicaux ont rejeté cette modération. Ils ne supportent pas, par exemple, que les centres commerciaux, hommes, femmes, peuvent se mélanger, ou les parcs publics où la mixité est autorisée. Et certains d'entre eux sont allés jusqu'à attaquer ces lieux pour exprimer leur désaccord. Et ces tensions internes sont un défi majeur pour Al Joulani. Il a même été plusieurs fois menacé. Et à cela aussi s'ajoutent les rivalités externes. Il doit composer avec d'autres factions syriennes, comme l'armée syrienne, qui est soutenue par la Turquie, ou encore les factions kurdes. Et ces rapports de force sont complexes et évoluent constamment. Et là, ce que nous allons voir, Inch'Allah, c'est sa tentative de légitimation. El Joulani, il essaye aussi, quelque part, on va pas se mentir, de se légitimer auprès de communautés non musulmanes. Et c'est ce qu'on a pu voir, ce qu'il a fait à Idlib. Il a dialogué avec des responsables chrétiens pour restituer leurs biens et protéger leurs lieux de culte. Et les messes, elles étaient quand même autorisées à Idlib, même si les cloches ne sonnent pas et que les croix restent plus ou moins invisibles. Et ce sont des gestes symboliques qui montrent une volonté de se repositionner, non seulement localement, mais aussi à l'international. Naam. Donc, en réalité, l'histoire de Abu Mohammed al-Joulani est celle tout simplement d'une transformation. De jeunes djihadistes enracinés dans l'idéologie de Al-Qaïda et de l'État islamique, il est devenu un leader local, cherchant à se positionner politiquement et stratégiquement. Mais cette évolution, comme je vous ai dit, elle soulève d'énormément de questions, et c'est ce on va voir dans les prochains jours. Est-ce que c'est une véritable déradicalisation, ou bien simplement une adaptation pragmatique pour survivre et maintenir son pouvoir? Et c'est pour cette raison on constate qu'il y a très peu de savants musulmans qui se sont prononcés sur lui et qui ont plus ou moins accepté de s'identifier à lui. Donc tout le monde attend en réalité. Et quoi qu'il en soit, son parcours illustre en réalité les dynamiques complexes on va dire, du combat moderne, aujourd'hui du djihadisme moderne. Donc c'est une histoire quelque part qui est à suivre de près, car elle pourrait bien influencer d'autres zones de conflit à travers le monde, car on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Est-ce qu'il voudra être, lui, le président ou le leader, ou bien est-ce qu'il va donner le pouvoir au peuple de choisir qui le représentera, le futur gouverneur de la Syrie? Donc on va voir les prochains jours comment ça va se passer. Wa farakum Allah lima yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.